Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de leur recherche en histoire. André Loez au micro, je suis content de vous retrouver pour reprendre les émissions après une semaine d'interruption pour cause de copies à corriger. Et aujourd'hui, on va parler de l'Iran. J'ai le plaisir d'avoir deux invités au micro. Stéphanie Rosa, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, spécialiste des Lumières, de la Révolution, de leur héritage, de la gauche politique aussi au sens large. Et puis Amir Pacha Tavakoli, bonjour. Bonjour. Vous enseignez à Sciences Po Reims, vous avez également travaillé sur la Révolution française et sur la réception des Lumières dans le monde persanophone. Et c'est précisément ce dont il est question dans le livre que vous avez co-signé il y a quelques jours, Lumière et anti-lumière en Iran, un siècle de lutte politique. Alors un livre auquel vous avez travaillé avant que la guerre actuelle soit déclenchée. Et du coup, il y a un télescopage là très, très fort entre le thème de votre livre qui est de dire que l'Iran a une longue histoire intellectuelle et politique et que si le chiisme le plus liberticide l'a emporté, c'était pas forcément écrit d'avance et qu'il y avait d'autres possibles. Et puis un moment que l'on vit dans lequel ce régime, il est à la fois frappé et en même temps il tient et il va sans doute se durcir encore. Donc peut-être une toute première question pour vous demander qu'est-ce que ça fait, ce télescopage des temporalités de votre temps d'écriture et de recherche et puis de ce présent si violent. Alors merci pour votre question. En fait, nous avons commencé à travailler sur ce texte il y a 3 à 4 ans, je crois. Et en effet, c'est vrai qu'on n'attendait pas du tout à cette actualité particulièrement inquiétante et en même temps réjouissante, parce qu'il ne faut pas oublier que les Iraniens ont quand même célébré la mort d'Ali Khamenei, le précédent guide suprême. Et en réalité, bien que le livre n'est pas forcément un commentaire de l'actualité, mais on estime que ça donne des clés de lecture et des pistes de compréhension pour voir justement que l'histoire de l'Iran ne s'arrête pas à ce qu'est la République islamique et le triomphe de l'opposition religieuse, d'une certaine manière la plus réactionnaire, mais une histoire beaucoup plus compliquée. Et d'ailleurs, une sorte de laboratoire qui n'est pas tout à fait sans lien avec ce qui se passe, disons, dans les pays démocratiques européens. Voilà, alors évidemment avec la limite qui est que les gens qui ordonnent les frappes sur l'Iran ne sont pas précisément des hommes des Lumières, Trump et Netanyahou, donc c'est évidemment, ça complique beaucoup le rapport politique qu'on peut avoir et l'incertitude de l'issue qui va en sortir. Votre livre intitulé Lumière et anti-lumière en Iran, alors quand on pense à l'Iran et aux Lumières, on a l'habitude de penser à Montesquieu en se disant, voilà, les lettres persanes, ça utilise l'Iran un peu comme prétexte pour parler de la France du début du XIXe siècle chez Montesquieu, mais là, il s'agit de montrer que les Lumières européennes ont été discutées en Iran et appropriées par un certain nombre d'auteurs, de penseurs et ensuite plus largement de la société civile iranienne. Tous les deux, ça fait partie de vos thèmes de recherche. À quel moment on peut dater, on pourrait dire, l'ancrage de la pensée des Lumières dans le monde persanophone et des gens qui commencent à commenter, à traduire, à réfléchir en ces termes-là? Oui, alors si on a un petit héritage de Montesquieu dans notre démarche, c'est qu'on a voulu déconstruire des préjugés, nous aussi. Alors pas forcément les préjugés que les Européens ont sur eux-mêmes, parce que finalement c'était ça l'objectif de Montesquieu, mais plutôt les préjugés que à la fois des Européens et des non-Européens ont sur les luttes politiques qui ont lieu en Occident et en Orient. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est que les logiques globales de ces luttes politiques depuis la Révolution française n'étaient pas si différentes, n'étaient pas si étrangères les unes aux autres qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire qu'on essaye de montrer dans le livre, en ce qui concerne l'Iran, que effectivement, les forces propres de la modernité, les forces politiques propres de la modernité, celles effectivement qui s'inspirent de l'héritage des Lumières et de la Révolution française, sont arrivées en Iran à partir de la fin du 19e siècle, d'abord dans des élites éclairées, et puis qu'elles se sont emparées de larges fractions de la population iranienne à l'occasion de la révolution constitutionnelle de 1906, que ensuite elles ont été portées par différents acteurs. C'est après la révolution constitutionnaliste que naît la gauche iranienne, qui est une gauche largement inspirée par le socialisme, le communisme, donc les grandes forces politiques qui existent également depuis déjà des décennies dans le monde occidental, et que même le Shah, la dynastie Pahlavi à partir des années 1920 et jusqu'à la fin dans les années 70, eh bien elles ont voulu aussi moderniser l'Iran. Alors pas sur le plan politique, mais sur le plan technologique, et quand même sur le plan social aussi, en cherchant à limiter le pouvoir de la religion dans la société
civile, etc. Donc, il y a des forces de la modernité et il y a des forces de l'anti-modernité. Mais ce qu'on a voulu montrer de ce point de vue, c'est que ces forces anti-modernes, eh bien, il y a des connexions, il y a des liens, il y a des filiations, non seulement avec, évidemment, la tradition chiite et préexistante dans l'Iran du 19e siècle et d'avant, mais aussi avec les forces antimodernes réactionnaires de l'Europe occidentale et notamment le fascisme. Alors ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'un des projets intellectuels et politiques du livre consiste à dire il n'y a pas un atavisme oriental qui rend l'Orient despotique, comme on peut le dire depuis Hérodote, en disant il y a le despotisme oriental et puis au contraire, on peut enraciner la démocratie, l'égalitarisme en Occident. Voilà, ça ne fonctionne pas dans le cas iranien. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est quand même important de souligner que finalement, l'arrivée des idéaux progressistes, ça date de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, c'est comparé à 1789, c'est quand même assez tôt, étant donné que les langues ne sont pas les mêmes, que les contextes politiques ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, comme ça a été dit, on a voulu justement montrer qu'il n'y a pas tant de différences. On n'a pas voulu essentialiser, si vous voulez, des notions Occident-Orient et de vouloir dire qu'il y a des fortes différences. Non, on a essayé de montrer comment il y a eu une certaine convergence entre les luttes politiques depuis la Révolution française jusqu'à la Révolution d'octobre, en passant par les révolutions de 1848, entre l'histoire européenne et finalement la réception des Lumières en Iran. Et on a mis l'accent sur la complexité aussi de cette affaire, parce que finalement il y a des hauts et des bas, il y a des moments de rupture, des moments de fusion, etc. Donc ce n'est pas une histoire, si vous voulez, uniforme, mais c'est une histoire de partage et de convergence des idées et des luttes politiques, tout à fait. Même si, si je peux rajouter un mot, il y a bien sûr des spécificités qui sont irréductibles et on a quand même aussi voulu évidemment rendre compte de ces spécificités et notamment la complexité de la réception des idées des Lumières et de la Révolution, c'est qu'elles arrivent à un moment où l'Iran est en même temps la proie des impérialistes anglais, russes et puis américains après la Seconde Guerre mondiale, et où donc il y a une confusion possible et qui va être faite par certains entre impérialisme et culture occidentale. Voilà, alors ça c'est un point que je voulais souligner parce que vous identifiez une tension qui est pas seulement iranienne, mais qu'on retrouve dans beaucoup de pays du Moyen-Orient au XXe siècle et encore au XXIe siècle, qui est que la modernité politique émancipatrice, pour beaucoup de gens, c'est aussi la modernité des États impériaux et impérialistes qui empêche l'émancipation au sens souveraineté, indépendance des pays. Et donc là, il y a quelque chose de presque insoluble dans la configuration de ces pays qui font que se tourner vers la modernité pour toute une série d'acteurs politiques, c'est en quelque sorte trahir la nation. Mais c'est un peu le drame de l'Iran à partir du début du XXe siècle qui cherche à affirmer aussi son identité nationale. Pendant un moment, le clergé cherche, et dès le début du XXe siècle, à incarner cette identité nationale. Et effectivement, la modernité, elle a plusieurs visages. Certes, elle a le visage des Lumières, mais elle a le visage de l'impérialisme. Et puis après, à partir des années 20, elle a le visage du despotisme. Des Pahlavis. C'est-à-dire que les Pahlavis, finalement, font une synthèse entre autoritarisme politique, un peu comme Atatürk au même moment en Turquie, et modernisation. Et du coup, et en fait, il va s'avérer impossible, finalement, de séparer les deux aspects de la culture occidentale. C'est le drame de la révolution islamiste en 1979. Voilà, alors on va préciser quelques points de repère pour que les gens qui ne connaissent pas forcément l'Iran aient ça bien en tête. Donc l'Iran est un empire dirigé par des empereurs jusqu'en 1979, en gros, et au moment de la révolution qui porte les islamistes au pouvoir. Mais cette dynastie a changé, puisque jusqu'en 1921, c'est les empereurs Qadjar, qui sont un peu, empereurs ancien modèle, un peu... La monarchie absolue. Monarchie absolue, vous le dites d'ailleurs, ancien régime français, finalement, il y a plein de choses qui ressemblent. Et puis à partir de 1921, c'est toujours un empire, mais un empire avec une vision modernisatrice pour dire on va sortir l'Iran de l'arriération qui en fait la proie des impérialismes. Exactement. Voilà. Et du coup, 1921-1979, c'est la dynastie, si on peut dire, Pahlavi, avec deux souverains successifs, Reza Khan Pahlavi et puis Mohamed Reza Pahlavi à partir de 1941. Voilà, simplement pour les points de repère, chronologiques. Si je peux rajouter une toute petite chose, c'est que certes, les monarques Pahlavi cherchent à moderniser le pays, mais en même temps, ils le font en restant en contact étroit avec les Anglais et les Américains. Et donc, ils passent auprès d'une partie de la population iranienne pour des agents de l'étranger, en fait. Pour
commencé à complexifier ce paysage iranien, tout en l'analysant, comme vous l'avez dit, avec ce prisme qui ne l'essentialise pas. C'est peut-être l'occasion de dire aussi que l'Iran ne se résume pas à des persans chiites, mais qu'il y a une diversité de populations, y compris dans l'Iran actuel, qui n'a pas pu être entièrement uniformisée par le rouleau compresseur du régime. Et donc, on trouve en Iran des Turcs azéris, des Baloutches, on trouve des Juifs, on trouve des Arméniens, on trouve des chiites et des sunnites. Donc, on a une diversité très grande. Et d'ailleurs, un certain nombre des auteurs que vous identifiez comme parmi les premiers porte-parole de ces lumières iraniennes, ou de cette adaptation à l'Iran des lumières, c'est des gens qui sont parfois issus de ces minorités. Est-ce qu'on peut en donner un ou deux exemples ? Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il faut dire que l'Iran est quand même une mosaïque ethnique et religieuse composée de plusieurs éléments, comme vous venez de dire. Et d'ailleurs, ce qui est quand même très très intéressant, c'est ce qu'on a remarqué, c'est que des gens qui ont joué un peu d'une certaine manière les passeurs, qui ont joué une sorte de passerelle entre les valeurs progressistes venant essentiellement de l'Occident, étaient souvent, n'avaient pas forcément le persan comme langue maternelle. Car il ne faut pas oublier qu'en réalité, la mise en place de l'éducation obligatoire, de la même manière que la fabrique des écoles, des lycées, etc., ça date du temps des Pahlavis. Avant ça, l'Iran est quand même très très fragmenté sur le plan ethnique et linguistique, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ils prennent modèle sur ce qui est la Troisième République française, pour ce qui est l'unification linguistique. Et parmi les lumières persanes, comme on les a nommées dans le livre, on en trouve en effet des gens qui ont le turc comme la langue maternelle, des gens qui ont le kurde comme la langue maternelle, et des gens parfois qui ne sont même pas d'origine iranienne, si je puis dire. C'est-à-dire que ça peut être dans des régions de Caucase. Il y a en effet l'intelligentsia qui se forme dans les villes comme Bakou, par exemple, et qui joue la passerelle entre l'Union soviétique et l'Iran. Donc en cela, la réception des Lumières, elle n'est pas forcément dépendante des Persans, qui représentent la majorité ethniquement parlant dans le pays, mais c'est quelque chose de beaucoup plus hétérogène, si je puis dire. Oui, on pourrait faire un parallèle d'ailleurs avec la France ou la Russie, où les gens qui ont été inscrits historiquement dans les mouvements de gauche et révolutionnaires avaient tendance à pas appartenir au groupe religieux en particulier dominant. On va trouver des protestants républicains français, on va trouver des juifs parmi les bolcheviks, ce qui a beaucoup alimenté ensuite toute l'idée du judéo-bolchevisme. Mais de fait, c'est pas non plus un hasard qu'on ait trouvé des membres des minorités dans ces mouvements émancipateurs, Stéphanie Rosa. Oui, toujours de toute façon, notamment, c'est ce qui a alimenté aussi l'antisémitisme, parce que mais là aussi, en Occident comme en Orient, depuis la Révolution française, s'est développée, alors d'abord en Occident puis en Orient, l'idée selon laquelle les Juifs seraient les agents de la modernité, en fait, et donc responsables de toutes les catastrophes que les traditionalistes attribuent à la modernité, l'égalité homme-femme, le sécularisme, la démocratie, etc. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que cette idéologie qui se développe à partir de la Révolution en Occident, évidemment, va arriver en Orient, les mêmes causes produisant les mêmes effets ou le même genre d'effets. Vous avez commencé à évoquer ce moment de la révolution constitutionnelle de 1906, qui s'inscrit dans un moment mondial où la Russie, la Turquie, la Chine connaissent aussi leur révolution. C'est vraiment, d'une certaine manière, 1789, avec le décalage nécessaire pour que des sociétés plus lointaines, socialement et géographiquement, se l'approprient. Et en 1906, d'une certaine manière, on va trouver presque exactement des camps en présence qui ressembleront à ceux de la fin du XXe siècle, c'est-à-dire un clergé traditionnaliste hostile à la modernité, et puis un certain nombre d'acteurs politiques qui disent c'est le moment de faire des réformes qui installent un code civil à la française, l'égalité, sinon l'égalité totale, en tout cas une forme d'égalisation des rapports hommes-femmes, etc. Donc on est déjà dans une configuration très clivée à ce moment de 1906. Alors, il y a un basculement qui s'effectue pendant la Révolution. Au début, il y a une espèce de convergence, alors qu'on reverra un peu en 79, entre les élites libérales et le clergé, une petite partie en fait, du clergé chiite contre l'absolutisme. Donc et donc au début, une partie du clergé est constitutionnaliste, mais très vite, ils vont basculer avec le reste du clergé qui l'est resté depuis toujours
anticonstitutionnalistes parce qu'ils vont se rendre compte que la révolution porte des idéaux qui vont complètement à l'encontre de leur propre agenda. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles la révolution finit par échouer. C'est que le clergé abandonne la révolution et même se retourne contre elle. Alors, pour ajouter, en effet, c'est des fractions qui sont présentes, enfin des groupes politiques qui sont présents sur la scène politique iranienne, on pourra dire même dès la fin du 19e siècle, d'une certaine façon, et que nous avons en effet des penseurs progressistes qui s'aspirent des valeurs tout à fait libérales, et nous avons aussi l'opposition religieuse. Après, peut-être toute la particularité de ce moment en révolution constitutionnelle, c'est que si vers la fin du 19e, deuxième moitié du 19e, il s'agit des courants un peu élitistes, minoritaires, dans les débats de pensée, etc., à partir de ce moment-là, ça prend un visage politique. Ça prend un visage politique. Et d'ailleurs, par exemple, le Code civil qui apparaît à ce moment-là, c'est presque pour une très grande partie, une sorte de copier-coller de ce qu'est le Code civil napoléonien, par exemple. Donc, tout cela montre encore une autre fois l'influence de ce qui est les combats progressistes dans les pays européens, l'Europe occidentale essentiellement, sur la vie politique iranienne. Est-ce que, si on s'attarde un instant sur une des spécificités de l'Iran, qui est quand même la présence d'un clergé chiite très structurant, est-ce que ça va de soi en 1906 ou en 1909-1910 pour des membres de ce clergé d'entrer en politique et de prendre part au débat politique? Parce que dans le chiisme, il y a aussi une dimension qui est une dimension visant l'encadrement des fidèles et puis ce qu'on appelle le quiétisme, c'est-à-dire l'éloignement vis-à-vis des affaires publiques et puis on s'accommode du régime en place. Le fait d'intervenir en politique, qui devient ensuite plus qu'une intervention, c'est carrément on va façonner une république en 1979. Est-ce que ça va de soi à ce moment-là pour ces membres du clergé? Alors il y a, en fait, dans le clergé chiite, il y a un peu deux options qui se font jour même avant la révolution constitutionnelle. C'est-à-dire que, comme vous savez, on va dire pour les auditeurs, le chiisme, il y a une forme de messianisme. C'est-à-dire que le 12e imam, donc les chiites reconnaissent des imams après Mahomet qui ont les attributs divins et le 12e a disparu, c'est l'occultation, et il doit revenir, et quand il reviendra, ce sera la fin des temps. Et donc, on est dans l'intervalle entre l'occultation du 12e imam et son retour. Et donc, dans cet intervalle, il y a deux options possibles pour le clergé. Soit, effectivement, se replier sur la gestion des affaires exclusivement religieuses et laisser le pouvoir temporel à d'autres, soit intervenir dans les affaires publiques en incarnant une forme de transition en attendant le retour du Mahdi, donc du Messie, ou du 12e imam. Tout ça, c'est la même chose. Et donc, on a cette opposition, mais effectivement, la majorité du clergé reste quiétiste très très tard, jusqu'à la révolution de 79 en Iran. Oui, si je peux rajouter un point, en effet, c'est vrai qu'il y a ce clivage au sein du clergé chiite, comme Stéphanie Rosa vient de le dire. Et d'ailleurs, on verra la partie quiétiste qui s'intéresse par exemple à la spiritualité. Vous savez qu'il y a une très grande tradition spirituelle poétique en Iran qui date du XIIe siècle et que la poésie iranienne, elle est grandement inspirée finalement par cette tradition-là. Mais il y a toute une partie qui se politise aussi par peur de la perte de l'identité chiite. Notamment, par exemple, lors de la deuxième moitié du XIXe siècle, des appels à boycott en ce qui concerne des produits importés venant de l'Occident. Donc à ce moment-là, finalement, une partie du clergé se politise de plus en plus et justement, ils se rendent compte que leur parole a un effet. Pourquoi ? Parce que les appels à boycott fonctionnent. Des gens arrêtent d'acheter un certain nombre de choses. Je vous donne un exemple, tomates. En effet, tomate est un produit importé de l'Occident en Iran. Donc, littéralement parlant, ça s'appelle tomate étranger. En traduction. Et donc, au XIXe siècle, il y a tout un appel à boycott de ce produit qui vient de la part du clergé. Et au XXe siècle, au fur et à mesure, on voit que cette politisation prend de l'ampleur. Alors, un élément essentiel que j'ai pas mentionné, mais ce qui accroît la politisation d'une partie du clergé chiite au cours du XXe siècle, c'est évidemment l'invention de l'islamisme, sur lequel on va peut-être revenir, en Égypte, chez les sunnites, mais qui est l'islam politique. Et c'est cet islam politique qui va aussi être approprié, dont le clergé chiite une partie du clergé chiite va s'approprier dans les années 45-50, et qui va pousser aussi une partie d'entre eux à une politisation encore plus importante, avec cette fois-ci un projet politique spécifique
de gouvernement du juriste, comme va théoriser Khomeini, donc de gouvernement sous l'égide de l'autorité du guide suprême. Oui, ça c'est un point important de votre livre qui consiste à désingulariser l'histoire iranienne en disant c'est pas simplement la trajectoire du chiisme propre, mais c'est un chiisme qui est en lien avec l'islamisme sunnite des frères musulmans, qui lui-même est en lien avec des formes d'antimodernité remontant à Bonald ou Joseph de Maistre. Autrement dit, il y a des connexions idéologiques et politiques qui se font, et du coup il faut essayer de les penser ensemble. Alors du coup ça m'amène à une question qui est aussi une question sur le XXe siècle, si on avance un petit peu dans le temps, si on anticipe un petit peu, qui est, est-ce qu'il n'y a pas finalement structurellement un rapport de force défavorable à ces forces modernisatrices? On a parlé pour l'instant de membres des élites cultivées, de quelques intellectuels. Si on avance au XXe siècle, il va quand même y avoir une urbanisation, modernisation de l'Iran qui fait que de plus en plus de gens vont être scolarisés, vont pouvoir tendanciellement se rapprocher de ces valeurs. Mais le clergé chiite, est-ce qu'il n'y a pas purement un effet d'encadrement des masses populaires qui, de toute façon, en quelque sorte, biaisait le jeu politique et rendait presque, faut pas être déterministe, mais rendait structurellement sa victoire au moment des affrontements de 1979 plus probable? Bien sûr que le clergé chiite avait un rôle d'encadrement des populations qui était très important, mais il y avait quand même des acteurs qui auraient pu et dû, à notre avis, jouer un autre rôle que celui qu'ils ont joué. On a parlé tout à l'heure du Shah, donc des Pahlavis, qui n'ont pas su allier modernisation et démocratisation. Donc c'est un premier acteur. Et puis il y a la gauche iranienne, deuxième acteur très important, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui n'a jamais su opérer une critique de la religion aussi radicale que celle que la gauche occidentale a pu faire par rapport au christianisme. Mais alors on pourrait renverser la proposition. Est-ce qu'elle n'a jamais su le faire, ou est-ce qu'elle n'était pas en position sociale de le faire pour ne pas s'aliéner finalement l'essentiel de la population? Alors, il y a quand même un épisode dans l'histoire iranienne qui montre qu'une autre voie était possible, c'est l'épisode Mossadegh. C'est au début des années 50, donc Mossadegh, premier ministre du Shah, qui est plutôt un laïc, qui est un nationaliste au sens moderne du terme, c'est-à-dire il est pas du tout lié au clergé chiite, et il veut moderniser le pays, et il prend la décision de nationaliser le pétrole iranien, donc de l'arracher à la mainmise des impérialistes anglais et américains. Et à ce moment-là, ça suscite un immense espoir dans les élites intellectuelles, mais aussi dans le peuple. Le peuple soutient très fortement cette initiative. Et en fait, l'aventure tourne mal. Ça se termine par un coup d'État orchestré par le Shah et par la CIA. Et à ce moment-là, il y a un tournant dans l'histoire iranienne parce que, notamment les élites intellectuelles en déduisent que la voie vers une modernisation à l'occidentale n'est pas possible pour l'Iran et que donc il faut opérer un retour à soi qui passe par un retour en fait à l'islam chiite. Donc, pour ajouter un point, en réalité, dans ce qui est l'évolution des forces de la gauche en Iran, lors de la première moitié du XXe siècle, en effet, les nationalistes et les différents partis politiques qui représentent la gauche iranienne ne sont pas forcément du côté de clergé. C'est-à-dire qu'il y a quand même des luttes politiques qui sont relativement indépendantes. Mais vraiment, avec l'épisode Mossadegh et ce qui est la deuxième moitié du XXe siècle, il y a quelque chose qui change dans leur attitude. Par exemple, si vous prenez le Parti communiste iranien, depuis son apparition jusqu'à la révolution de 1979, donc jusqu'aux années 1950, ne sont pas particulièrement du côté de ce qui est l'opposition religieuse, en sachant qu'ils ne la condamnent pas non plus de manière ferme, mais ne sont pas forcément dans une sorte d'alliance, si vous voulez. Tandis que lors de la deuxième moitié du XXe siècle, le jeu politique change de nature, et à ce moment-là, on constate qu'une grande partie de la gauche iranienne est dans quelque chose, d'une sorte d'alliance objective, si je puis dire, vis-à-vis de ce qui est l'opposition religieuse, qui tourne très mal, d'ailleurs, après la révolution iranienne pour eux. Le moment Mossadegh, effectivement, il est déterminant parce que, un petit peu à la façon d'un Nasser qui nationalise le canal de Suez, c'est un défi à l'Occident. À la différence de Nasser, il ne peut pas justement tenir tête parce qu'il est renversé par un coup d'État et du coup ça radicalise une énorme partie de la population iranienne contre l'Occident et du coup aussi contre les valeurs portées par la fraction de la gauche iranienne qui défend cette modernisation politique. Et du coup ça a des effets aussi chez les intellectuels. Vous mentionnez en particulier un chapitre très intéressant dans votre livre, qui n'est pas, je le dis, qui n'est pas une pure narration, c'est pas un livre d'histoire de l'Iran au XXe siècle, c'est un livre sur la trajectoire politique de l'Iran à travers une série d'études de
cas de positionnement, de transmission, de courant d'idées, etc. Et en particulier, le chapitre qui m'a passionné, c'est celui qui consacrait ces intellectuels iraniens qui se sont tournés finalement vers une forme de retour aux racines, quoi, en disant, voilà, la modernité, oui, ou en tout cas l'émancipation, oui, mais au fond, on a les ressources dans l'histoire iranienne, dans le chiisme. Et j'ai appris, par exemple, qu'il y avait un heideggerianisme iranien très anti-moderne. Et puis aussi tout le côté, le chiisme rouge. Le chiisme, c'est la voie de la révolution au prix de pas mal de contorsions conceptuelles. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce passage qui est très intéressant dans le livre pour montrer comment il y a des intellectuels qui ont joué ce rôle de passerelle anti-moderne, en quelque sorte? Oui, alors ce qui m'a frappé, en étudiant les trois auteurs qu'on étudie, la Fardid, Ali Ahmad et Shariati, c'est un peu les principaux intellectuels de l'époque, c'est les intellectuels phares de la vie intellectuelle iranienne dans ces années-là. Donc on est dans les années 1960, 50-70, quoi. Voilà, c'est cette vingtaine d'années-là qui est cruciale. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est que j'ai retrouvé chez eux des attitudes on constatait chez les intellectuels anti-modernes, la révolution conservatrice allemande. Alors j'étais très étonnée de lire donc que Fardid est un heideggerien. Alors l'heideggerianisme a été introduit en Iran, l'heideggerianisme donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Que Ali Ahmad il est fortement, il est impressionné et qu'il apprécie énormément ce que ses amis lui disent des ouvrages de Junger, effectivement d'Ernst Junger, donc qui est un penseur fort de la révolution conservatrice allemande, et que donc ces intellectuels jouent un rôle dans la dénonciation extrêmement ferme et extrêmement radicale de ce qu'ils appellent l'aliénation occidentale. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'Occident est mauvais, à l'exception, comme Ernst Junger et comme Heidegger à une certaine époque, de la technologie. Alors Heidegger, à la fin de sa vie, il rejette la technologie, mais il l'a pas toujours fait. À l'époque du nazisme, il était très pro-technologie. Et Junger a toujours été pour un retour des valeurs, disons, ethnico-religieuses traditionnelles de l'Allemagne, mais avec la technologie moderne. Et c'est ce qu'on retrouve chez Ali Ahmad. Et donc, ces intellectuels-là cherchent vraiment une alternative de désaliénation culturelle radicale, et que la seule chose qu'ils retiennent de l'héritage culturel religieux, de l'héritage culturel iranien, qui est pourtant un héritage très riche, ils auraient pu aller chercher ailleurs, mais ce qu'ils retiennent, c'est l'islam chiite, en fait. Et l'islam chiite devient l'alpha et l'oméga de l'identité iranienne vers laquelle il faut se retourner. Avec une convergence assez étonnante, parce que ces mêmes années 1960-70, c'est les années Mao, Guevara, et du coup, il y a une sorte de fusion que fait en particulier quelqu'un qui est très important, qui est Ali Shariati, peut-être on peut en dire un mot, entre une sorte de vision de la guérilla et de l'émancipation, mais qui puiserait ses sources dans l'histoire du chiisme, ce qui est assez improbable. Oui, c'est un intellectuel très très important, et c'est quelqu'un qui est considéré un peu comme le sorte de père pensant de ce qui est la révolution islamique, parce que finalement une grande partie de son héritage intellectuel va être récupérée par l'opposition religieuse, alors que lui-même il a des prises d'opposition qui sont pas toujours similaires en ce qui concerne le clergé. Oui, donc il faut dire, il meurt en 1977, donc avant la révolution, ce qui permet ensuite à Khomeini de l'utiliser de plein de quand les gens sont plus là, évidemment, il y a plein d'usages possibles. Absolument. Indépendants de ce qu'ils ont dit ou fait. Mais ceci dit, il a quand même préparé le terrain par beaucoup de côtés. Absolument, absolument. D'ailleurs, comme vous venez de dire, c'est cette fascination, par exemple, pour la guerre d'Algérie, cette fascination pour les combats tiers-mondistes dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, il est proche de Sartre, Sartre qui aimerait que Fanon soit traduit en persan. Donc, il y a quand même tout un lien aussi avec l'Occident. Alors, il prend trois auteurs phares, Karl Marx, Sartre et Pascal, pour ce qui est la spiritualité, pour ce qui est la critique du capitalisme et pour ce qui est le réveil des anciens pays colonisés. Et donc, il s'inspire de cette sorte de triangle d'une certaine manière, tout en s'intéressant aussi, on l'a dans ses prises de la parole, par exemple, il s'intéresse à Kafka aussi. Il trouve que Kafka propose une critique de la société occidentale dans ce qui est là de pessimiste, d'abject et d'une certaine manière non existentielle. Et d'ailleurs, en réalité, toute cette critique toute cette critique de l'Occident, il l'associe finalement à ce qu'il qualifie comme schisme rouge, comme étant une voie de l'émancipation. Donc on constate par exemple qu'il considère que nous n'avons pas particulièrement besoin d'aller rechercher des voies de liberté,
parce que nous les avons dans notre propre culture locale, si je puis dire. Et c'est cela, notamment, qui va avoir un intérêt essentiel pour ce qui est la mainmise de l'opposition religieuse et sa confiscation de la révolution de 1979. Oui, parce que Shariati lit effectivement Fanon, Sartre, etc. Mais il ne dit pas du tout que... il dit que ça pense que au fond, l'élixir de tout ce que ces penseurs ont à dire est déjà dans l'islam chiite. C'est ça son mouvement, c'est de dire toute cette formation qu'il a reçue l'amène en fait à conclure que les Iraniens n'ont pas besoin de cette culture occidentale, que la seule chose dont ils ont besoin, c'est l'islam chiite, et que le socialisme est déjà chez Ali, dans le Coran, etc. Et donc que les Iraniens, la voie de libération socialiste, elle passe uniquement par le Coran. Donc en cela, il ouvre vraiment la voie à Khomeini. Sachant que dans le même temps, et c'est un autre chapitre du livre qui fait pendant à celui-là, les islamistes purs et durs, eux, sont en train d'affiner leur corpus idéologique, leur méthode politique, où l'antisémitisme tient une place de plus en plus obsessionnelle. Et vous montrez comment, à côté de ces intellectuels qui ont voyagé, qui ont lu, qui importent à leur façon des concepts et des aspirations émancipatrices venues d'Occident, il y a aussi des gens qui importent tout à fait autre chose, qui importent la pensée la plus radicalement anti-moderne, violente, inégalitaire qui soit, et qui la font prospérer. Oui, alors Khomeini, il est à la fois... en fait, il a dans son entourage des gens qui sont très influencés par les frères musulmans, et notamment le fondateur du premier groupe islamiste iranien à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est Safavi. Safavi qui rencontre Saïd Qutb. Saïd Qutb est l'intellectuel organique des frères musulmans égyptiens. Il le rencontre au début des années 50. Ils deviennent très proches. Leur convergence de vue est parfaite. Et du coup, Safavi va même changer le nom de son organisation, qui était les Feydaïn de l'islam, qui devient les frères musulmans. Donc, en persan, bien sûr. Donc, le basculement est tout à fait net. Et Safavi est lui-même le mentor d'Ali Khamenei, qui commence à militer dans ces années-là et qui traduit les œuvres de Saïd Qutb, donc de l'arabe vers le persan, avec toute une réflexion autour de l'œuvre de Saïd Qutb, des préfaces qui montrent qu'il se l'approprie. Et Khomeini, il a ses propres lectures et sa propre formation, mais il fréquente tout ce monde-là, et il va devenir le guide des frères musulmans iraniens après la mort de Safavi. Alors dans ce contexte-là, donc les années 1960-1970, c'est très difficile de faire exister un pendant de gauche et moderne, parce que votre livre s'appelle Lumière et Anti-Lumière, mais là on voit quand même que les anti-lumières s'enracinent socialement et que les lumières ont du mal à exister, et du mal à exister notamment parce que le régime de Mohamed Reza Pahlavi, c'est un régime qui réprime à gauche. Parce que c'est un régime aussi qui est travaillé très fortement, du fait de son alignement avec les États-Unis et de ses propres intérêts, par l'anticommunisme. C'est-à-dire que l'anticommunisme étant structurant pour le régime, du coup, le clergé lui apparaît moins comme une menace que les mouvements de gauche. Et l'histoire, évidemment, d'une certaine manière, montre l'inverse. J'ai envie de dire que, par exemple, ce qu'on appelle la Porte Rouge gagne aussi. L'appareil d'État en Iran à l'époque des Pahlavis, par exemple, Reza Shah, bien qu'il pousse le clergé en dehors de ce qui est la vie politique, mais il mène aussi toute une politique de répression en ce qui concerne, par exemple, le Parti communiste. Et toute inspiration, finalement, à ce qui est les valeurs qui sont issues de 1917, par exemple. Donc, c'est une chose qui existe. Et puis, on verra aussi, dans ce qui est la deuxième moitié du XXe siècle, le Shah d'Iran, il continue à réprimer de manière très très sévère toute l'opposition qui se revendique des valeurs de la gauche. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut peut-être rappeler, que jusqu'à la fin jusqu'à les années 1976-1977, l'appareil de répression, ça va avec la police secrète, etc., à l'époque du Shah, c'est beaucoup plus répressif vis-à-vis de la gauche que vis-à-vis de ce qu'est le clergé. Parce que n'oublions pas que le Shah d'Iran leur donne des fonds, ils ont des subventions, ils ont la possibilité de se consacrer à l'étude, etc. Et donc, ils sous-estiment d'une certaine manière ce qui était le danger du clergé. Mais petit à petit, en effet, il y a une prise de conscience vis-à-vis de cela, et ça, on le verra notamment vers la fin de sa régence, si je puis dire. Et puis, en ce qui concerne la Porte Rouge et cette répression des forces de la gauche, il faut le souligner aussi que
il y a autre chose qu'on associe très souvent à la gauche, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est finalement la défense, et ça concerne surtout le Parti communiste, la défense de l'Union soviétique. Donc il y a toujours cette idée de trahison, que s'il y aura un moment important, eh bien, le Parti communiste va prendre la défense de l'Union soviétique. D'ailleurs, c'est assez similaire à ce qui est la trajectoire du Parti communiste dans les pays occidentaux. Donc il y a toujours cette chose-là qui suit aussi le Parti communiste et que le Shah d'Iran en profite à son compte de cela. Est-ce que la question des femmes et du droit de vote des femmes, de la scolarisation des jeunes filles, est un des enjeux de cette mise en place des affrontements dans les années 1960-70, en particulier au moment où le Shah promeut de grandes réformes, notamment scolaires, et du coup c'est aussi ce qui va radicaliser contre lui une partie du clergé. Voilà, comment est-ce que la question du statut des femmes en Iran entre en résonance avec ces enjeux ? Khomeini est vraiment obsédé par la question des femmes, comme les islamistes en général. Et donc, il sort du bois au début des années 60, quand est lancée ce qu'on a appelé la Révolution blanche, c'est-à-dire une série de réformes qui inclut le droit de vote des femmes, mais qui n'est pas limité au droit de vote des femmes. Il y a aussi un projet de réforme agraire, il y a un projet aussi d'alphabétisation dans les campagnes. Donc voilà, il y a une série de mesures modernisatrices qui, il faut quand même le dire, est approuvée par référendum très largement. Donc voilà, au niveau de la population, les gens sont plutôt pour, d'après ce qu'on peut en voir à l'époque. Et Khomeini rentre dans une campagne, c'est à ce moment-là qu'il devient un personnage public, il rentre dans une campagne violente contre la Révolution blanche, et notamment contre le droit de vote des femmes, à ce moment-là, la Révolution blanche, c'est l'œuvre des Juifs, c'est l'œuvre d'Israël, il y a des diatribes infinies, et le Shah va devenir un Juif, etc. Et par ailleurs, les femmes vont devenir des prostituées. En gros, l'émancipation des femmes, ça mène à la prostitution, quoi. Voilà, donc ça, c'est très net. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'en 1979, une des premières, si ce n'est la première mesure que Khomeini prend quand il arrive au pouvoir, c'est le voile obligatoire. Et c'est une série de mesures qui restreint la liberté vestimentaire et, au-delà de la liberté vestimentaire, les libertés des femmes. On arrive à ce moment pré-révolutionnaire ou de bouillonnement révolutionnaire de l'année 1978 et de manière très paradoxale, Khomeini est en France. Il est à Naufle-le-Château, dans un petit village de la région parisienne où il est plus ou moins surveillé par les services français, mais quand même accueilli par la France de Giscard d'Estaing. Et c'est à ce moment-là qu'il devient une figure médiatique en Occident et une figure aussi courtisé en partie par des intellectuels. Alors il faut s'arrêter sur ce moment parce que c'est notamment la période où Michel Foucault dit que la spiritualité en Iran est quelque chose vers quoi il faut se tourner parce que c'est une forme de critique vertueuse de la modernité, de l'impérialisme, etc. Et il y a une forme de fascination. Alors, c'est l'époque, de toute façon, il y a plein de fascinations d'aveuglement. La chute de Phnom Penh, c'est dans la même période. Donc, le fait de s'aveugler quand on est un grand intellectuel français de gauche, voilà, c'est pas limité à l'Iran, mais c'est quand même très, très singulier. Est-ce qu'on peut évoquer ce moment où Khomeini devient fréquentable au moment où, en fait, politiquement, il est sans doute le moins? Alors oui, il y a plusieurs choses. Il y a le voyage de Foucault, le célèbre voyage de Foucault en Iran en 78, où il fait une série de reportages à ce moment-là pour un journal italien, et où effectivement se manifeste son enthousiasme pour ce qu'il appelle la spiritualité politique, et qu'on pourrait appeler de manière moins aimable le fanatisme. C'est-à-dire qu'il voit les défilés des roménistes qui se frappent la poitrine, qui sont dans une espèce d'extase religieuse. Et ce grand défenseur des minorités sexuelles, des marginaux, et donc de la liberté en Occident, adopte une attitude radicalement opposée pour l'Orient. Alors lui, il est complètement orientaliste, et donc il considère que la voie de libération pour les Iraniens est diamétralement inverse à celle qu'il préconise pour l'Occident. Et ça joue en fait effectivement un rôle dans le cadre, vous l'avez dit, de son propre agenda politique anti-moderne, anti-universaliste, donc qui se manifeste à ce moment-là. Après, en ce qui concerne Khomeini, là aussi, il y a quelque chose d'effectivement très étonnant, c'est qu'il devient la coqueluche des médias. Il a une à deux interviews par jour pendant le temps qu'il passe à Naufle-le-Château. Et effectivement, tout un tas de journalistes, y compris de gauche, des grands journaux de gauche de l'époque, se pressent devant lui en le considérant comme un nouveau Gandhi, en voyant pas du tout ce qu'il prépare. Alors, à la décharge de ces journalistes, effectivement,
Khomeini ne dit pas tout ce qu'il pense. Et au contraire, il dit qu'en Iran, les femmes pourront s'habiller comme elles veulent. Donc, il ne dévoile pas ses vraies intentions. Mais en réalité, elles étaient connues parce qu'on savait, il n'était pas difficile d'aller voir le rôle qu'il avait joué pendant la Révolution blanche dont on a parlé tout à l'heure. Et il était possible aussi d'aller voir ses ouvrages, ou notamment le dernier ouvrage début des années 70, où il développe sa conception du pouvoir religieux qui laisse aucun doute possible. Alors pour descendre ça et aller regarder ça d'un point de vue plus iranien, en fait, c'est vrai que Khomeini n'a pas la possibilité de donner d'entretien et d'interviews en Iran, avec ce qui est la presse iranienne, la télévision iranienne, les médias iraniens. Oui, il faut rappeler que le passage en France, c'est à la fin d'un exil qui a commencé en 1963 en Irak. Donc c'est quelqu'un qui est loin de l'Iran depuis 15 ans. Voilà. Donc il ne donne pas d'entretien. Et d'ailleurs, c'est quand même très intéressant parce que dans les années, à partir du moment qu'il arrive en France, d'ailleurs aujourd'hui où il y a l'ambassade de France, ça s'appelle l'avenue Neuf-le-Château, au nombre de banlieues qui est pas si loin d'ici. Et donc, à partir du moment qu'il arrive en France, donc BBC, Le Monde, etc. vont l'interroger. Et donc, c'est quand même très intéressant parce que la société iranienne est à la recherche de ces entretiens, ces interviews de manière presque passionnée, j'ai envie de dire, parce que finalement, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il a à dire. Après, au sujet de ce qui est la fascination des intellectuels français, je tiens à préciser que, par exemple, il y a quelqu'un comme Simone de Beauvoir qui se rend compte très tôt par rapport à ce qui est le danger en ce qui concerne la répression des droits des femmes. Donc en effet, dans une lettre qu'elle a rendue publique, elle insiste sur le fait que finalement l'égalité ne peut pas être pensée en dehors de ce qui est l'égalité femmes-hommes, qu'au sens-là, on ne peut plus du tout parler de ce qui est l'égalité. Que finalement, s'il y a une répression des droits des femmes, on ne peut plus du tout espérer quelconque révolution émancipatrice, etc. Donc il y a quand même cette prise de conscience à travers la question de l'émancipation des femmes qu'on constate, par exemple, du côté de quelqu'un comme Simone de Beauvoir. On arrive à ce moment de fin 1978 et 1979 et de la révolution qui se déroule en plusieurs temps, le départ du Shah, le retour de Khomeini en Iran. Et un événement comme celui-là, c'est intéressant de voir qu'il est au croisement de différentes temporalités. Il y a ces logiques longues qui remontent à 1906 et même avant dont vous avez parlé. Il y a l'ancrage social différencié du clergé, des forces modernisatrices, qui pèsent quand même moins lourd numériquement, puis aussi sûrement des erreurs tactiques. Des erreurs tactiques, c'est-à-dire que des gens sur le moment se sont dit que dans des comités locaux, dans des manifestations, que s'allier avec les religieux et les khoménistes était une option et qu'ensuite l'avenir serait ouvert et puis il y aurait un gouvernement provisoire et puis il serait bien temps de voir. Donc il y a aussi cette dimension-là, il y a le temps long, mais il y a aussi le temps très court de l'événement où il y a sans doute des choix qui ont été à courte vue pour pas mal d'acteurs qui pensaient que la chute du Shah serait une libération. En fait, en 1970-79, il est trop tard. C'est-à-dire que la critique de la religion n'a pas été faite. On a un parti communiste qui, on l'a dit un petit peu, mais il faut vraiment y insister parce que ça pèse à l'époque. Il est inféodé aux ordres de Moscou. Et à un moment, la bureaucratie de Moscou considère que Khomeini, ça peut être pas mal parce que ce sera un pouvoir anti-américain. Donc, il donne des ordres au Parti communiste. Il valide quoi. Il valide le soutien à Khomeini et le Parti communiste va soutenir Khomeini jusqu'au moment où ses dirigeants vont être jetés en prison par Khomeini en fait. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a le fait que dans le sillage d'Ali Shariati dont on parlait tout à l'heure, il y a toute une série de groupes d'extrême gauche, on peut dire, qui se sont développés en Iran dans les années 60-70 comme les Moudjahidines du peuple, qui sont ce que le pouvoir appelle des islamo-marxistes, mais c'est une assez bonne description, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui font une synthèse entre des idéaux socialisants, l'abolition des classes sociales, etc., et l'eschatologie chiite, finalement. Il y a une espèce de synthèse qui glorifie le martyr, mourir en martyr, un point commun entre l'idéal du parfait guerriero révolutionnaire et l'idéal qui est dans la martyrologie chiite. C'est un autre aspect du chiisme. La martyrologie a un poids extrêmement important. Et donc, on a ces forces-là qui n'ont aucun moyen, disons, politique et stratégique de s'opposer à Khomeini. Alors, effectivement, à l'époque, il était sans doute déjà trop tard, mais ils ont accéléré le processus avec une part d'aveuglement, c'est-à-dire qu'effectivement, personne ne s'était trop interrogé sur ce que ça pouvait bien être qu'une république islamique. Et donc, personne... faut quand même peut-être non pas pour les excuser, mais pour comprendre, ils n'avaient pas anticipé complètement ce qui allait se passer, mais c'était anticipable en même temps.
Et du coup, votre livre a aussi une vertu politique. C'est un livre d'histoire et d'histoire des idées, mais c'est aussi un livre inscrit dans évidemment un contexte politique. Et vous dites à un moment dans l'introduction qu'il s'agit de prendre garde à ce qu'est un suicide collectif pour une gauche qui serait tentée de voir dans des islamistes des alliés émancipateurs ou des alliés contre les dominations. Voilà, et c'est une leçon qui vaut pour l'Iran, mais qui vaut aussi sans doute dans d'autres contextes. Oui, absolument. Hein. C'est-à-dire que il faut replacer l'islamisme à sa juste place sur le champ politique, c'est-à-dire à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est ce qu'on a vraiment voulu dire, la distribution du champ politique ne vaut pas que pour l'Occident. Dans le monde musulman, il y a aussi une extrême droite et une gauche et une extrême gauche. Et à l'extrême droite du champ politique, dans le monde musulman, il y a les islamistes. Ces islamistes existent aussi en France comme groupement politique et il faut les reconnaître pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une extrême droite. Absolument. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans le sens que finalement, ce qui s'est passé en Iran, c'est une sorte de laboratoire politique, disons qui nous donne des leçons, d'une certaine manière, par rapport à ce qui est convergence des luttes politiques. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, qu'il s'agit de convergence, des luttes politiques, etc. Alors qu'en réalité, il faut être extrêmement, j'ai envie de dire, soucieux et extrêmement attentif à ce qui est les convergences, parce que, comme ça a été dit, en ce qui concerne l'islam politique, en effet, on est dans ce qu'on peut qualifier de l'extrême droite. Et là, c'était l'aveuglement d'une grande partie de la gauche iranienne qui a pensé qu'on pouvait éventuellement former quelque chose. À cela, peut-être qu'il faut rajouter que finalement, la gauche, dans les années 60-70, est assez populaire, par exemple, dans tout ce qui était des populations éduquées, des populations citadines, tandis que l'opposition religieuse emporte davantage dans ce qui est l'Iran rural, par exemple. Et donc, essayer, en sachant que la ruralité est un élément très important dans l'histoire sociale iranienne et que le passage vers l'urbanisation et l'immigration vers la ville, ce sont des choses tardives. Donc, en effet, ça a été considéré comme un moyen de absorber plus d'opposants au régime du Shah. Et d'ailleurs, un élément qui était un élément d'aveuglement, c'était de considérer que l'ennemi est commun, donc pourquoi pas être ensemble pour le combattre. Et une fois que cet ennemi commun tombe, on constate ce qui arrive justement aux forces de gauche. Et juste un dernier point, c'est que dans les années 80, il y a aussi la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et ça aussi, c'est de très grande répression en Iran. On commence à savoir ce qu'était l'ampleur, mais c'est un moment de très très grande répression en Iran où justement, soit vous défendez l'Iran, soit la moindre d'opposition est soumise aux mesures de répression extrêmement violentes. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre, Lumière et anti-lumière en Iran. Est-ce que je peux vous demander un conseil de lecture, soit pour prolonger notre entretien, soit sur d'autres sujets ? Alors oui, c'est un livre dont je ne partage pas tous les points de vue, mais qui est très intéressant pour comprendre comment les intellectuels en viennent à défendre des opinions insoutenables, radicales et profondément contre-productives parfois. C'est l'ouvrage de Samuel Fitoussi qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle « Pourquoi les intellectuels se trompent ?» alors qu'il y a un parti pris conservateur qui, je le précise, n'est pas le mien, mais qui contient vraiment une mine d'informations intéressantes sur ce sujet. Alors, moi, ce sera mon historien préféré, Eric Hobsbawm, et Marx et l'histoire, qui est un livre d'entretien qui se lit assez facilement, et ça montre finalement à quel point de vouloir tout comprendre sous le prisme de bourgeoisie, prolétariat, et de vouloir finalement figer les luttes politiques dans ce qui est, entre parenthèses, les opprimés et les oppresseurs, ne donne pas une grille de lecture correcte de ce qui est la complexité des enjeux politiques. Merci à tous les deux. Je voudrais lire la dernière ligne de votre livre, de votre conclusion. Vive la lutte du peuple iranien. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.